Et on va activer le micro. Est-ce que vous m'entendez bien, les frelots? Est-ce que tout le monde m'entend? Je sais pas pourquoi je parle aussi lentement, c'est totalement ridicule. Les frelots, vous êtes là? Bah, enfin, vous êtes là. Oui, je vous vois sur le chat, vous êtes en train de parler. Bonjour à Pinour, Sakanetsugu, Aichito, Adiva Down. Ok, on m'entend. On va pouvoir passer sur le solo. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Dojo. Radio Dojo, votre rendez-vous bimensuel, un mercredi sur deux à 21h. Mesdames et messieurs, le nom de Rumiko Takahashi ne doit peut-être pas parler à certains d'entre vous. Et pourtant, si vous avez connu la période des années 80 à 2000, vous êtes forcément tombé sur un de ses ouvrages. De Urusei Yatsura au récent Mao, en passant par Maison Ikoku, Ranma Demi, One Pound Gospel ou même Rinne, les travaux de Rumiko Takahashi, en règle générale, font l'unanimité à tel point qu'elle a obtenu ce surnom non démérité de princesse du manga. Et on ne s'y trompe pas, elle a également été récompensée ici, dans notre cher Hexagone, en ayant reçu très récemment le prix du prestigieux Festival d'Angoulême pour l'ensemble de sa carrière, et a également été récompensée chevalier dans l'ordre des arts et des lettres. Mais si sa carrière dans le manga fait à peu près l'unanimité, qu'en est-il de l'impact de son travail dans l'animation japonaise? Eh bien, pour en parler avec moi, un invité atypique, mais un invité que je tenais à avoir, puisque si vous vous souvenez, on avait déjà reçu Dimitri Seraki pour parler du phénomène mecha, et bien aujourd'hui, c'est une autre personne qui travaille à Full Frontal, mais également sur son blog Animitude. C'est quelqu'un qui s'y connaît énormément sur ce genre de sujet lié à la Japanime, et donc je suis heureux de le recevoir. Je vous demande d'accueillir Matteo Watzki. Salut à toi. Salut, enchanté, bonjour tout le monde, merci à toi de m'accueillir pour ce live. Bon, j'imagine que je peux commencer par me présenter. Vas-y. Enfin, en tout cas, si tu veux rajouter quelque chose à ce que j'ai dit en préambule. ouais, non, pas grand-chose, à part que, non, en fait, ouais, j'ai mon propre blog qui s'appelle Animétude et je travaille en effet pour le site d'un ami qui s'appelle Full Frontal où on réalise notamment, enfin, ce que je fais là-bas, c'est surtout des interviews en fait avec des créateurs dans le monde de l'animation principalement. Et ouais, bah en fait, alors je sais pas si beaucoup me connaissent parce que en fait j'écris en anglais, donc je suis plutôt actif sur les cercles anglophones. Je connais pas très bien les cercles francophones en fait, mais donc du coup je suis très content d'avoir cette occasion de d'être là et de ouais d'être là dans un truc en français en fait tout simplement parce que j'ai pas trop cette habitude, j'ai pas trop l'habitude des lives non plus, donc j'espère que ça va bien se passer. Il y Et a un début à voilà, tout. De toute manière, ne t'inquiète pas. exactement. Tu es accompagné par Taiki Sensei, c'est moi qui gère, c'est moi le maître de cérémonie, donc t'inquiète pas. Mais du coup, oui, j'en avais parlé la dernière fois avec Dimitri Seraki, mais tu étais au courant que le travail que tu faisais sur Full Frontal avait un écho en francophonie et que par exemple un vidéaste comme Nicolas Delage avait repris cette interview que vous aviez fait, toi et Dimitri, du réalisateur Mhm. du film Jojo abandonné, qui est devenu un Lost Media, et Ouais, notamment cette mhm. question où à un moment vous demandez qu'en est-il de ce film-là, et il vous répond Ouais. directement, je veux pas m'énerver, je vais pas répondre. Alors, je savais pas que là, ça avait été repris par lui en particulier, mais c'est une info qui a beaucoup tourné parce que je crois que on avait vu, je crois, des sites, on a les renvois sur le site, donc du coup, on a vu un site italien ou un truc comme ça. Enfin, on avait vu l'info beaucoup tourner parce qu'en effet, c'est une question que tout le monde se posait un peu, qu'est-ce qui s'est passé avec ce film, etc. Et là, la manière dont il a répondu, en effet, a été assez Alors, Dimitri frappante, quoi. Donc, ouais, forcément. nous avait révélé un truc, c'est qu'en fait, elle avait pas été posée durant l'interview personnelle, mais durant une conférence à la Japan Expo. Ouais, exactement, ouais. Ouais, en plus, ouais, en public, là, c'était à Japan Expo, il me semble. Et du coup, ouais, enfin, du coup, il ne s'est pas énervé, mais la réaction était quand même Non, mais assez marrante, il ouais. est dit, je suis pas loin, on va éviter. Donc en gros, ouais, c'est. Enfin, en tout Ouais, cas, si je me exactement. rappelle, il avait dit un truc comme ça, et ouais. Ouais, ouais, Ça, c'est après ce qu'il avait dit, ouais, il me semble, ouais. on est vraiment sur un Lost Media Hmm. au sens propre du terme, quoi. C'est dommage parce qu'il avait l'air Ouais. vraiment Hmm. attrayant ce film-là. J'espère qu'un jour on le retrouvera, Hmm. hein, mais bon. Bon, il doit être quelque part. Après, ouais, la question, c'est quand est-ce qu'il il sortira peut-être pas au cinéma ou quoi, mais quand est-ce qu'ils seront prêts à, ouais, à sortir le truc, quoi, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, on va continuer dans cette lancée. On va parler juste un tout petit peu de toi en intro parce que tu es aussi là pour ça. Hmm. Dans tout ton travail sur Animétude ou sur Full Frontal, quel est le meilleur accomplissement que tu as eu? Wow. Ça a dû être. Alors, j'y suis allé pour d'autres raisons. J'y suis allé pour mes études, mais ça devait être d'avoir été au Japon. J'ai passé un an au Japon, là, octobre 2022 à août 2023.
Et bon, c'était trop bien, parce que bon, déjà, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, tout le monde, j'aime la culture japonaise, j'aime le Japon, bizarrement. On est beaucoup ici, hein. Et du coup, bah, rien que le fait d'être au Japon, c'était super. Et puis après, en termes d'accomplissement, de ce que j'ai pu faire, en fait, en termes de rencontrer des gens, parce que évidemment, quand tu es là-bas, parce que quand tu es en France, bon, il y a plein d'événements, hein. Bon, là, il y a Angoulême qui vient de se terminer, il y a des conventions, il y a plein de trucs. Tu rencontres plein de gens déjà. Mais là, être au Japon, c'est juste un autre monde, quoi. Parce que tu as tout le monde. Enfin, si tu réussis à bien rencontrer les bonnes personnes, etc., tu es juste au milieu de tout, quoi. J'ai pas... Et puis en termes de. Pareil, genre il y a des bibliothèques avec plein de bouquins sur l'animation, plein de trucs, etc. Donc si tu veux, si tu t'intéresses à ça, si tu veux faire un peu des recherches là-dessus, c'est le paradis, quoi. Bah, tu sais, moi je suis parti au Japon, bon, seulement 2 semaines, c'était mon erreur. J'y étais Mhm. allé avec un pote à moi et je confirme, hein, quand tu es, toi comme moi, passionné par cette culture-là, tu débarques dans ces endroits-là, t'es comme un gamin dans un jouet club. Mais le jouet club, il fait plusieurs kilomètres. Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. Kanetsugu pose la question, dans quelle ville l'année au Japon? Alors j'étais à Tokyo, bon, je résidais à Tokyo, bon, après, bon, évidemment, j'ai un peu tourné, hein. Mais ouais, j'étais principalement basé à Tokyo. Hmm. D'accord, d'accord. J'étais pas loin du musée Ghibli d'ailleurs, où je suis allé une fois, c'était sympa. J'ai pas trouvé ça incroyable, mais le musée Ghibli C'est est cool. celui qu'on voit dans le documentaire Neverending Man. D'ailleurs, Ouais, je pense, ouais, ouais, on ouais, fait ouais, la ouais. bise à Oru, un de mes 3 modérateurs qui a un mordu de Ghibli, qui a un mordu de ces films-là. Donc, bah, Oru, forcément. Écoutez, si je peux me permettre de faire de la pub sur Full Frontal, justement, on a fait et sorti 3 interviews avec 3 membres de l'équipe bah, du dernier Miyazaki là. Donc pas Miyazaki lui-même, malheureusement, on aimerait bien, mais ça va être un peu, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, on a 3 animateurs et notamment le directeur de l'animation Takeshi Honda, donc qui est un peu le chef des animateurs sur le film. On les a interviewés, ils ont tous les 3 été super cool et il y a plein d'infos sur le film. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage à aller regarder. Tu m'enverras les liens, on les mettra en description de la rediff. Ouais, bien sûr. Et bah écoute, on va pouvoir aborder le sujet, donc le sujet de Ouais. Rumiko. Je t'avais proposé du coup d'aborder animé par animé, sachant que pour des raisons pratiques, pour pas trop se disperser, on va surtout se concentrer sur la période années 80-90, donc la Triforce, hein, c'est-à-dire Urusei Yatsura, ou la Mu, Maison Ikoku, Juliette Je t'aime, et Ranma 1,5. Et du coup, désolé pour les fans d'Inuyasha et de René, mais on devra passer notre tour sur ça, et on parlera pas non plus de One Punch Gospel, qui de toute manière a eu un OVA assez obscur, mais qui est très bien, mais qui n'est jamais arrivé à nos frontières. Donc on va pouvoir commencer. Ouais. Donc Alors encore. Urusei Yatsura, donc il y a eu un animé sorti en 1981, mais également le récent Ouais. remake, donc on est encore sur l'actu, mais ça on en parlera plus tard. Donc, et c'est étonnant parce qu'on retrouve 2 noms. On retrouve un nom qu'on connaît aujourd'hui pour des animés beaucoup plus connus comme Naruto, Studio Pierrot, sachant qu'avant ils avaient fait un animé sur Nice Soldier, donc c'est leur 2e série. C'est le premier Ouais. travail de Studio Dean en 1984, qui bossera à partir du Ouais. 130e épisode. Première production animée de Kitty Film, qui faisait jusque-là que des live-action. Et surtout, on retrouve un nom qui rend perplexe, c'est que les 106 premiers épisodes et les 2 premiers films sont réalisés par quelqu'un qu'on ne connaît pas à l'époque, mais qu'on connaîtra plus tard, un certain Mamoru Oshii. Exactement. Ouais, non, bah, le Yatsura, c'est un peu. Bon, évidemment, on y va dans l'ordre chronologique, donc c'est normal, mais c'est un peu le gros morceau quand même. Exact. Dans le sens où, bon, pas pour évidemment rabaisser Maison Ikoku et Ranma, mais c'est-à-dire Mon chat que s'appelle enfin, Ranma, fais s'il fallait attention. prendre un animé. Ouais, donc pour Et ceux qui savent pas, c'est mon pour chat ça que s'appelle si. réellement Ranma, hein, voilà, c'est pour la blague. Bah, après, évidemment, toutes les œuvres, que ce soit en manga ou en animé, toutes les œuvres de Takahashi sont très bien et ont eu un gros impact. Mais en fait, s'il fallait prendre un animé pour résumer toute la décennie des années 80, ce serait probablement Urusei Yatsura. Parce que c'est juste. Bon, déjà, c'est une série qui a duré très longtemps, hein, c'est 80-86, donc c'est 5 ans. Enfin, un peu moins, mais voilà. C'est une popularité énorme, quoi. Le manga était déjà un gros morceau, mais en plus, l'animé. C'est un énorme truc et comme tu l'as dit, c'est beaucoup de premières fois en fait pour beaucoup de gens. Donc pour les studios, pour ses réalisateurs, puisqu'il y a 2 réalisateurs, Mamoru Oshii et Kazuo Yamazaki, et pour plein d'animateurs, pour plein de gens qui ont réalisé des épisodes, qui ont écrit des épisodes, etc. Donc ouais, Urusei Yatsura, c'est vraiment un monstre quoi, de l'histoire de l'animation et qui est encore aujourd'hui. Bon, c'est un peu compliqué à regarder parce que c'est très long et c'est Ouais. très inégal. Peut-être Et qu'on surtout en pour ceux on qui ont du reviendra mal dessus. avec l'humour de quiproquo comme moi, vous pouvez criser à certains épisodes. Euh, Surtout si vous regardez la VF. ouais.
Mais quand même, quoi, c'est juste un titan de l'animation. Et je pense que les meilleurs moments de Rosé Yatsura, encore aujourd'hui, ils se regardent les yeux fermés, quoi. Enfin, Hmm. les yeux ouverts, c'est mieux pour regarder, mais voilà, c'est un niveau d'écriture, d'animation, de réalisation qui est juste inégalé. Donc ouais, Rosé Yatsura, vraiment Et très très importante. pourtant, tu dis ça, mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que par exemple, il me semble avoir vu un entretien de Rumiko Takahashi où elle avait précisé que Lamu ne devait même pas Ouais, être une protagoniste à la base, ça devait être l'inverse. Mais qu'au vu de la ouais. popularité du personnage, elle a changé sa veste. Donc en fait, elle a été réécrite en plein milieu, le truc. Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est exactement comme tu le dis, c'est-à-dire qu'au départ, Odyssey Hatsula, c'était censé être une sorte de bon, une comédie hein, un peu surréaliste, comme ça l'est quand même, mais où en fait centré sur deux personnages, donc le personnage masculin principal, Atale, et sa copine Shinobu. Et en fait, Lamu, c'était un peu juste le personnage qui apparaît dans le premier chapitre, qui vient foutre le bordel. Et c'était juste censé être un personnage secondaire qui apparaît, puis qui disparaît, puis qui réapparaît au gré des chapitres en fait. Un comic relief. Et c'est juste que Takahashi, très très vite, parce que là, ça se passe en l'espace de 5-10 chapitres, hein, donc c'est quand même très tôt dans la sérialisation du manga, mais très vite, Takahashi se rend compte que en fait, la cover girl du manga, c'est Lamu, quoi. C'est pas du tout Shinobu, c'est pas du tout Atalo, et donc elle recentre un peu le cadre du manga pour que ce soit ouais, Lamu le cœur du truc, et transformer ça en fait beaucoup plus en comédie romantique, alors qu'au départ, c'était censé au départ être juste une comédie, alors que c'est devenu plus une comédie romantique, parce que la Mu était tellement populaire qu'il a fallu en faire vraiment la copine attitrée d'Ataru, en fait. Ouais. Donc, et après, évidemment, passage à l'animé. Là, dès le début, la Mu était au centre. Et ouais, c'est devenu l'icône quoi, de Rosei Yatsura. Surtout dans l'animé, ils ont fait un travail, notamment dès qu'elle s'envole, il y a un petit bruit, une sorte de ding-ding. Qu'on entendait l'opening, ouais, c'est Ouais, ça, ouais. exactement. Et ça, par exemple, c'est le genre de truc iconique, idée géniale, qui rend le personnage encore plus fort, quoi. Donc, ouais, Lamu, c'est l'idole absolue. Et quand je dis c'est une œuvre super importante des années 80, bah, Lamu, typiquement, c'est ça, quoi. C'est l'exemple typique de l'héroïne d'animé sexy et mignonne des années 80, quoi. C'est vraiment Il y a, il y a- c'est une icône, quoi. il y en a, il y a beaucoup de gens qui disent que l'archétype de la yandere commence à débarquer avec la musique. C'est-à-dire qu'on voit certains des archétypes qu'on peut voir dans d'autres comédies romantiques qui auront lieu plus Ouais. tard. Le la yandere, donc la Mm. mu. Le tsundere, Ataru. Un petit peu dans le genre, j'assume pas que j'aime cette meuf et je l'envoie chez Mm. H24. Est-ce que tu es d'accord avec cette théorie comme quoi ces archétypes ont Ah, commencé à débarquer là, à ce moment-là? ouais, c'est intéressant. C'est assez intéressant, c'est pas faux. Bon, enfin, c'est toujours compliqué de dire ce genre de choses-là parce que tu peux toujours remonter, remonter, remonter. Mais en Oui. soi, c'est pas faux. Parce que en fait, j'aurais j'aurais plutôt tendance à inverser les choses. C'est-à-dire que la tsundere dans l'affaire, ce serait plutôt la mu. euh, Ah bon? qui, dans le sens. Enfin, les deux sont des tsundere si tu commences à regarder, parce qu'aucun des deux n'arrive à avouer ses sentiments. La mu, elle a ce côté, je m'énerve en fait, je suis très agressive. Et à côté, t'as Shinobu, qui est la troisième membre du triangle amoureux, si on peut dire, qui elle aussi est une sorte de yandere qui devient folle, super violente, etc. Et aussi, un autre aspect intéressant, c'est qu'en fait, si on regarde avec les codes et les critères d'aujourd'hui, on pourrait dire que Orochi Yatsura, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un harem. C'est-à-dire, c'est Hmm. un personnage masculin qui est entouré de filles euh, qui sont toutes amoureuses de lui. En fait, dans Orochi Yatsura, c'est l'inverse. C'est Ataru qui est un gros pervers qui les harcèle toutes, et elles essayent de s'en débarrasser, sauf la mu. Mais c'est un peu ce schéma du personnage masculin qui est entouré de filles. Et quand on regarde Maison Ikoku, c'est finalement assez proche comme schéma. Ranma 2000, le Et côté harem Ranma est avec. assumé, assumé de ouf. Ouais, voilà. Et Ranma, il y a une idée un peu là-dessus aussi. Donc j'ai envie de dire, c'est un schéma narratif que Takahashi utilise beaucoup malgré les grosses différences entre tous ces mangas. J'ai un peu l'impression que le côté expérimental de Rumiko, c'est vraiment à partir de Mermaid Forest où elle s'est dit bon, maintenant ce côté-là, je vais le laisser de côté pour me concentrer sur du drame, Hmm, sur de la fantaisie avec Inuyasha, ouais, et qu'elle a commencé à se diversifier. ouais, ouais. J'ai l'impression Ouais, qu'elle je en avait pense un peu marre que, de ce format-là à partir de Mermaid Forest. hmm. Ouais, je pense qu'il y a un passage après Ranma où elle change de registre. Même One Pound Gospel Donc, avait été resté très clairement. comédie romantique, mais il y avait des moments assez dramatiques, assez forts, hein. Hmm, ouais, ouais. Hmm. Mais Ouais, comment. non, c'est sûr, il y a vraiment un changement où le moment où elle commence à se détacher du format comique en fait. Parce que Hmm. même Ranma, ça reste une comédie. Mais la question, c'est comment un mec comme Mamoru Oshii, donc le mec qui fait les films Pat Labor, Ghost in the Shell, donc quelqu'un qui va plutôt se diriger vers une SF un peu plus terre à terre. Enfin, en termes, ce qui n'est pas Ouais. loin d'être comique. Comment se fait-il que cette personne-là
a fait ses débuts dans la comédie romantique. Comment expliquer ça? Ouais. Alors, bon, déjà, il y a deux choses. Alors, je vais y revenir plus en détail après, je pense, mais première chose, c'est que Mamoru Oshii est un maître de la comédie. Ah bon? Ses œuvres comiques sont très peu connues, on va dire hors du Japon. Mais il a fait des trucs très très forts, et ça commence avec Urusei Yatsura. Et le truc, c'est qu'en fait, Urusei Yatsura, bah, pour revenir au début de l'animé, bah, comme tu l'as dit au début, c'est la production d'un tout jeune studio, qui est le studio Pierrot, donc écrit en 1979, donc c'est Il y seulement a, il y deux a ans Nils Holgersson avant. avant. Avant, il y avait Nils Ouais, c'est ça. Holgersson. Exactement. Donc le studio est créé en 79, il travaille sur il fait Nils Holgersson, et puis qui marche bien. Et puis il se retrouve sur Urusei Yatsura. Et Urusei Yatsura, en fait, c'est donc le patron du studio, euh, met un peu tous les jeunes du studio sur Urusei Yatsura. Donc chose un peu étrange parce que finalement c'est enfin, déjà à l'époque hein, le manga est très populaire, etc. Donc c'est une sorte de c'est un gros truc Urusei Yatsura déjà, mais se retrouve dessus un peu une bande de débutants quand même. Et parmi ces débutants, bah évidemment il y a Mamoru Oshii qui est assigné à la réalisation. Bon, qui a déjà un peu d'expérience, hein, mais qui n'a jamais réalisé de série lui-même, et qui se retrouve là-dessus. Donc, comment exactement il a été sélectionné, ça je ne saurais pas le dire, mais déjà, il avait une petite réputation hein, dans le milieu. Et donc, il se retrouve là-dessus. Parce que aussi, une des priorités des producteurs de la série, c'était mettre des gens jeunes sur la série, parce que justement, Urusei Yatsura, c'est une série de jeunes. C'est une série de jeunes à l'époque, donc il faut mettre des gens pas trop vieux qui puissent comprendre un peu, j'ai envie de dire, l'humour des jeunes. Parce que ce qui était très frappant avec le manga dès ses débuts, c'est que Takahashi aussi, elle est très jeune, elle est dans sa vingtaine quand elle commence le manga, et donc elle est évidemment elle est plus âgée que son public, qui est un public d'adolescents, mais elle est quand même proche de son public. Elle Et a à peine la soixantaine, donc hein. quand l'anime se Elle a à fait, peine la soixantaine, Rumiko, aujourd'hui. Hein. maintenant ouais, ouais, elle est pas très âgée. Et donc il y a cette idée de, dans l'anime aussi, on va essayer de ne pas perdre le public en prenant un staff plutôt jeune. Et donc bon, Oshii, c'est typiquement ça. Et donc voilà, il se retrouve à réaliser sa première série. Et dès le début, en fait, bon, c'est quand même quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut. Ça, on peut pas reprocher à Oshii, qu'on aime ses œuvres ou pas, c'est quelqu'un qui a une vision. Et dès le début, quand on relit les premières interviews sur Ose Hatsura, où personne ne connaît, où tout le monde essaye. Quand on regarde les premiers magazines où il y a des interviews de lui ou des articles sur la série, c'est un peu. Tout le monde se demande, mais c'est qui Mamoru Oshii, c'est qui ce mec, pourquoi il réalise ça, qu'est-ce qu'il veut faire, etc. Et, euh, et lui, déjà, il a une idée de ce qu'il veut faire, enfin de comment adapter le manga, quoi, en termes de rythme, en termes d'écriture, etc. Et peu à peu, Urusei Yatsura, c'est un peu l'occasion pour lui bah, de développer son style, et notamment un style, je vais parler surréaliste, c'est-à-dire où déjà le manga hein, est absolument délirant, mais lui il va encore plus loin. Et un des marqueurs les plus frappants de ça, c'est un personnage qui est original à l'animé, qui est le personnage de Megane, donc qui est en gros qui est un des amis d'Atale et qui notamment est fou amoureux de Lamu. Et donc il est dès qu'il la voit vraiment ses limites, il lui baisse pas les pieds. Enfin voilà, il est et en fait il est absolument fou. Et quand je dis fou, c'est cliniquement fou quoi. Et c'est le début d'une très longue collaboration entre Oshii et l'acteur Shigeru Chiba qui se lance au fur et à mesure de l'anime dans des monologues qui durent parfois une, deux, trois minutes qui n'ont ni queue ni tête, et où en fait il part dans des délires totalement fous. Et donc parfois il te parle de sa vénération pour la mue, mais parfois il te fait des espèces de trucs de théorie marxiste qui n'ont aucun sens, parce que le marxisme ça a toujours été un des grands délires d'Oshii. Voilà, enfin, ça part dans des délires complets qui n'ont. Enfin, j'ai envie de dire qu'ils n'ont aucun rapport avec la série. Enfin, si, évidemment, parce que c'est un personnage de la série, etc. Mais voilà, on a une sorte de surenchère dans le délire, la folie. Et, euh, et donc, déjà là, c'est ce qui forme le cœur de unique d'Oshi. C'est vraiment quelque chose d'intellectuel, mais qui se prend pas au sérieux. C'est-à-dire que Oshi, en effet, on le connaît pour ses films très gros cerveau. J'ai envie de dire, type Ghost in the Shell, type Patlabor. Où là, il se prend très au sérieux, c'est très sombre, c'est très philosophique, c'est très machin. Mais quand on regarde ses comédies, bah, on voit un peu l'envers du décor où lui-même se moque de cet intellectualisme en fait poussé à l'extrême. Et ça peut être et c'est souvent assez drôle. Mais c'est. Mais Une œuvre.
Excuse-moi. Ouais, vas-y. Mais justement, c'était une question que je voulais te poser, je t'en avais parlé dans les coulisses. C'est que Hmm. aujourd'hui, Mamoru Oshii, d'ailleurs John Voss avec qui j'ai déjà discuté ce sujet-là, est d'accord avec moi. Enfin, il est pas d'accord avec moi, mais c'était une théorie qu'il m'avait évoquée. Moi, je sais pas, j'ai pas regardé assez de films de lui. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que Mamoru Oshii, quand il s'agit de faire des œuvres beaucoup plus sérieuses, c'est un peu une sorte de Ridley Scott, dans le sens où quand il est juste à la réal et qu'il laisse les autres s'occuper du scénar, ça se passe très bien. Par contre, dès que c'est lui qui s'y met, bah effectivement, il part sur des délires métaphysiques qui ont tendance à perdre les gens et on a un peu l'impression qu'il part dans une espèce de Ouais, délire métaphilosophique un peu compliqué. C'est bizarre, tu es en train de dire qu'en fait, il ouais, ouais. reproduit ce qu'il critiquait dans Urusei Yatsura. Ou est-ce que tu partages cette critique déjà de Oshi pour lui faire attention? Alors, ça dépend des films. Moi, il y a en effet des films de Oshii qui me donnent un peu mal à la tête, pour le dire gentiment. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup dans leur côté intellectuel, grosse tête, machin. Donc après, voilà, c'est des affaires de goût. Mais clairement, Oshii, quand on le laisse, quand il part trop dans ses délires, il part dans ses délires, quoi. Ouais. Évidemment. Après, voilà, comme je dis, c'est quelqu'un, en fait, je pense que c'est quelqu'un de très ironique. Et donc, il est capable de faire les deux, enfin les deux en même temps, d'être à la fois très intellectuel et et en fait, c'est-à-dire que c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, bien ou pas bien, ça c'est autre chose, mais voilà, qui réfléchit beaucoup et qui du coup est capable aussi d'utiliser cette intelligence pour créer l'humour. Et donc, bon, ça commence dans Odyssey Yatsura, mais une œuvre très caractéristique de ça, qui est bon, pas du tout connue parce qu'elle n'a jamais été diffusée hors du Japon, il me semble. C'est un OVA des années 90, qui s'appelle Gosenzo Soma Banbanzai. En fait, qui est en fait un peu son remake de Urusei Yatsura, dans le sens où il reprend tous les acteurs et il reprend un scénario un peu proche, avec une fille qui est un peu comme la mue, arrive de nulle part et fout le bordel dans une famille. En fait, c'est une sorte de délire ultra méta, Mhm. euh, où tout est super théâtral, il y a une sorte de réflexion tout le temps sur qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que la fiction, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que machin. Sauf que c'est une comédie. Et donc c'est une comédie totalement absurde, totalement surréaliste. Euh, donc qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, c'est le côté comique de Chini qui est tout aussi intellectuel et tout aussi grosse tête, mais dans un registre totalement différent de ce qu'on connaît mieux, qui sont ces films très sérieux, etc. Mhm. Mais comme disait Alexandre Astier, la comédie doit être un genre sérieusement fait. Voilà. Ah bah, Oshimi, c'est quelqu'un ouais, qui est très sérieux dès qu'il fait un truc, je pense. Ouais. Mais après, c'est intéressant parce que tout ce qu'on dit sur ces critiques, sur ça, sur le style d'Oshimi, sur les critiques qu'on peut lui adresser, etc., c'est des choses qui lui ont déjà été adressées à l'époque de Rosé Yatsura. Sérieux? Notamment, quand il a fait. En gros, il y a eu la série télé, il y a eu 4 films, enfin 5, mais Ah, 4 qui ont été produits en tu même parles temps. de Beautiful Dreamer, le deuxième film. Voilà, j'allais en arriver à Beautiful Dreamer, qui est le deuxième film de Rosé Yatsura, et qui est le dernier d'Oshimi, donc le deuxième qu'il a fait sur la série. Et qui a été, qui encore aujourd'hui hein, est objet de débat, on va dire, parmi les fans de Rosé Yatsura pour savoir si c'est une trahison ou pas de à la fois la série télé et du manga. Puisque là, pour le coup, c'est vraiment la vision de. C'est vraiment Beautiful Dreamer, c'est vraiment Oshii qui s'est dit je vais faire mon truc. Hmm. Et après moi le déluge un peu, c'est-à-dire que vous l'aimiez ou pas, ça va être mon film. Il est réalisateur et Voilà. scénariste, pour info, sur le film. Ouais, exactement. Hmm. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont être très critiques. Alors moi, personnellement, je l'ai pas vu parce que j'étais un peu dégoûté par l'autre camp, ceux qui considèrent que c'est un chef-d'œuvre incompris et qui disent Nolan, enfoiré, on sait qui t'a pompé pour Inception. Et je dis, non, les gars. Enfin, Ouais, il y a. les mêmes pour Paprika, hein. On vous voit, les fans de Satoshi Kon. Ouais. Ah, moi, Beautiful Dreamer, je trouve que c'est un très, très grand film. C'est un de mes Oshii préférés. Parce que aussi, j'aime bien Urusei Yatsura. Et que, en fait, je pense que c'est pas une, enfin, c'est une trahison d'Urusei Yatsura si pour vous, Urusei Yatsura, c'est Rumiko Takahashi, en fait. Mais je pense que c'est vraiment la. Enfin, c'est pas une trahison pour moi dans le sens où c'est l'interprétation que fait Oshii de Urusei Yatsura. C'est-à-dire, c'est une œuvre très personnelle, mais ça reste du Urusei Yatsura. C'est juste que c'est le Urusei Yatsura tel que Oshii le comprend, tel que Oshii le voit. Et donc, c'est une vision très particulière. Et, euh, Et pour le coup, là, c'est plutôt un film euh, sérieux, on va dire. C'est-à-dire, enfin, ça commence par de la comédie, parce que ça reste du Urusei Yatsura, mais ça part très vite dans des délires, justement, pareil, sur les rêves, la réalité, la fiction, etc. Et c'est un film très lent, un peu, qui joue un peu sur les codes du film d'horreur, etc. Donc c'est un film très très intéressant, très curieux, mais que moi j'aime beaucoup. Mais voilà, qui est, depuis sa sortie, hein, qui a toujours été débattu, c'est vraiment un de ces films, bah, comme ces films Pat Labor, en fait. Ces Hmm. films Pat Labor sont
aimé par certains, détesté par d'autres pour exactement la même raison, qui est ouais, mais le Patlabor de Hoshi, c'est pas le vrai Patlabor, quoi. Et Urusei Yatsura, c'est pareil, il y a des gens qui disent le Urusei Yatsura d'Hoshi, c'est pas le vrai Urusei Yatsura. Un réalisateur très controversé. Mais après, j'ai envie de te dire, là je ressors un peu mes cours d'initiation de droit, le Japon a l'un de ses privilèges, qu'a également la France, hein, c'est d'être contrairement aux pays d'Amérique du Nord, des pays non pas de copyright mais de droit d'auteur. C'est-à-dire que ce n'est pas le Mm. producteur qui a le dernier mot, mais le créateur. Donc effectivement, Mamoru Oshii en profite pour faire un peu sa tambouille et faire ce qu'il veut. Ça peut déplaire à certains, mais d'autre côté, est-ce que c'est pas une chance qu'on devrait célébrer qu'un créateur puisse faire sa propre tambouille, aussi controversée soit-elle, qu'il ait un libre Mm. arbitre total sur son travail? Est-ce que c'est pas plus mal que ça soit ça plutôt que ce soit un producteur qui Ouais, dise Eh, je veux ça. exactement. Après, bon, bah, il faut se dire que c'est une chose qui a changé, enfin, vis-à-vis de l'animation. Moi, je dis, c'est une attitude qui a un peu changé au Japon parce que dans les années 80, en effet, Oshii pouvait faire à peu près ce qu'il veut, ce qu'il voulait. Enfin, je vais y revenir parce que ça n'a pas été sans conséquence, mais je veux dire, il pouvait s'éloigner du manga, il pouvait faire quelque chose de très différent, et en soi, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, bon, il suffit d'aller sur Twitter, hein, je veux dire, quand tu X. regardes, allez, C'est X maintenant. pour n'en citer qu'un, les fans de Chainsaw Man, quand l'animé n'est pas exactement comme le manga, l'animé se fait détruire. Et en fait, c'est quelque chose. Et maintenant, les producteurs d'animé sont très très frileux parce que justement, les fans viennent se plaindre. Et les fans se plaignaient déjà à l'époque, sauf qu'à l'époque, les producteurs étaient moins frileux. La Alors cancel culture qu'aujourd'hui, s'est importée cette au situation a Japon. changé, Je quoi. l'aurais jamais cru. Mais après, faut dire que quand même, Oshii, ça n'a pas été sans conséquence pour lui. Parce que autant Rumiko Takahashi, elle, euh, même si elle était bien consciente que c'était pas trop son manga, elle, qui était en train de se faire, elle laissait faire. Par contre, le producteur Aïe. de la série, le producteur de Kitty Film, lui s'entendait très 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 mal avec Oshii. Et en fait, c'est suite à des conflits en fait entre deux, notamment autour de Beautiful Dreamer, que Oshii est parti de la série. Parce que ça se passait plus, quoi. Parce que Ochiai, lui, il voulait faire quelque chose de très très proche du manga. Et Oshii, bah, évidemment, il n'était pas du tout dans cette approche-là. Et donc, ils sont engueulés pendant très longtemps. Enfin, dès le début de la série, Ochiai voulait que Oshii se casse pour tout dire. Donc, ça a été très tendu. Oshii. C'est qui? Il est quand même resté sur 100 épisodes. Et puis après, au bout d'un moment, bon, il s'est engueulé avec le producteur, il a fait un burn-out. Et bon, il a tout lâché, il est parti. Mais donc, c'était quand même un objet de conflit à l'époque. Mais rien de comparable avec aujourd'hui, où la situation est quand même très différente, où si un animé s'éloigne du manga, ça pose beaucoup plus de problèmes. Tu parlais à un moment du fait que c'était une équipe de jeunes qui avait été recrutée. Et je me demande si ça n'a pas eu un. Attends. Ah ouais, il y a Pinos qui dit. Je relève une question de Pinos qui dit d'ailleurs Oshi comme Kon d'ailleurs sont connus pour leur mauvais caractère, je crois. Ouais, ouais, ouais. Alors, Oshii, à ma connaissance, n'est pas aussi. Enfin, Code était vraiment. Alors, je cherche le mot, mais était vraiment désagréable. Oshii, enfin, désagréable au sens où il pouvait être, je pense, enfin, de quelque chose que je sais, il pouvait être vraiment méchant avec les gens dans le cadre du travail. Il pouvait être vraiment très très sec, très agressif, etc. Oshii, je pense que c'est quelqu'un qui se prend pas pour n'importe qui, donc voilà. Mais j'ai pas connaissance, après c'est possible, hein, mais j'ai pas connaissance d'actes de méchanceté, de vraie méchanceté contre des collègues dans le cadre du travail. Ce que Kon est connu, a quand même une mauvaise réputation par rapport à ça. Un peu comme Miyazaki, hein. Miyazaki, Ah, mais Miyazaki, faut pas travailler. Enfin, j'avais à un moment, il y a ma mère il est qui. très très fort, mais faut pas travailler avec lui, quoi. je- je- Oshii, j'ai pas entendu d'histoire comme ça. Après, c'est vrai que ouais, il a fort caractère parce qu'il a des idées très arrêtées sur beaucoup de choses et Un que ça lui a créatif, c'est valu forcément plein casse-couille. d'engueulades avec plein de gens. Un créatif, c'est forcément Ouais, voilà. casse-couille parce qu'il veut imposer sa point de vue. Moi, c'est ce que j'ai dit à un moment. Bon, c'était pour défendre Michel Ancel, ça m'a été reproché. Mais j'avais dit un créatif est forcément casse-couille, donc forcément, il va faire chier les gens pour que sa vision soit la plus respectée possible. Mais Hmm. justement, tu parlais de Miyazaki. Je me rappelle à un moment, ma mère, qui regarde Radio Dojo, je t'embrasse, maman. À un moment, elle me contacte et dit oui, je voudrais montrer à des gamins un truc en lien avec l'animation japonaise parce qu'ils adorent ça. Est-ce que tu aurais un documentaire, un truc comme ça? Et par réflexe, je leur recommande Neverending Man, le documentaire qui Hmm. montre la retraite, la 350e retraite de Miyazaki, lol. Et en fait, elle le regarde, elle me dit ouais, c'était très intéressant, mais par contre, qu'il est désagréable, qu'il est détestable, Ah même ouais, dans le ouais, c'est terrible. documentaire, ça se voit que c'est un trou du Terrible. cul. Ah ouais, non, il est affreux. Et ben justement, Oshii et Miyazaki étaient très amis pendant très longtemps.
Et puis au bout d'un moment, en fait, leur amitié entre les deux était très drôle et très particulière parce qu'en fait, ils arrêtaient pas de se lancer, de se lancer des insultes à la gueule, mais de bonne guerre. C'est-à-dire que les deux Hmm. aimaient ça, enfin, les deux s'amusaient à faire ça en fait. Quand on lit des interviews croisées entre deux, ils n'arrêtent pas de dire du mal l'un de l'autre et c'est toujours très très drôle. Et puis je sais pas ce qui s'est passé, mais au bout d'un moment, un des deux en a eu marre et bah, ils ont rompu et je suppose que leur amitié a pris fin pas dans les meilleures conditions quoi. Et visiblement, d'après ce que dit Mais Pinours, voilà. entre Kon et Oshki, c'était le torchon brûlé énormément entre les deux. Ouais. Ouais, entre Kon et Yoshi, c'est très mal passé. J'ai envie de croire que c'était la faute de Kon, mais là, je dis ça de manière totalement gratuite parce que j'ai pas les dossiers. Mais oui, en gros, ils avaient commencé à écrire un manga ensemble qui n'est pas fini parce que, bah, au bout d'un moment, ils se sont ouais, foutus sur la gueule et voilà. Hmm. Du coup, la question que je voulais poser avant de voir la question de Pinours, tu parlais du fait que c'était une équipe de jeunes, et ça me rappelle à un Hmm. moment donné Caro, que je salue, qui est une énorme fan du premier animé Lamu. Elle m'avait dit, je vais te montrer en quoi Lamu est avant-gardiste. Elle m'envoie un extrait qui montre une ref à Star Wars, en plein milieu d'un épisode. Ouais. Et sur le moment, je fais, ok, d'accord, c'est pas comme si on s'en tapait depuis des années. Il fait, non, mais là, on parle des années 80, à l'époque où la guerre des étoiles a été difficilement acceptée par les producteurs, à l'époque où George Lucas n'avait même pas sa propre, venait à Mhm. peine de démarrer sa propre société de production, où c'était encore un truc de niche. Et il faut des Ouais. références à Star Wars de manière prémonitoire avant le succès. Est-ce que le fait que ça soit des jeunes qui soient à l'origine de ça a permis justement ce côté pop culture plus référencé, beaucoup plus a permis ce côté pop culture référencé beaucoup plus prémonitoire, c'est-à-dire des jeunes qui font des références à Mhm. Star Wars, Alors etc. ça, clairement. Clairement, clairement. Bon, c'est déjà un élément qui est présent dans le manga, hein. Un des grands facteurs de la popularité de Hosei Yatsura, je pense que c'est ça, c'est ce côté très pop culture. Et dans Takashi est l'animé, une en fait, artiste sous influence. ouais, voilà. Dans l'animé, ça se multiplie parce qu'en fait, faut se dire, bah, un manga, il y a un mangaka, quoi. Donc même si c'est Rumiko Takahashi et qu'elle connaît tout, je veux dire, elle reste toute seule. Un animé, bah, c'est des centaines, sur un truc aussi long que Hosei Yatsura, c'est peut-être ouais, je vais pas dire des milliers, mais on est facile sur des centaines d'animateurs, quoi. Et donc, on peut se dire que tous ne le font pas. Et potentiellement, chaque animateur peut glisser au fil d'un dessin pas une petite référence. Et donc, Ah là, comme c'était une là, c'est animation des jeunes et entière. C'était une qu'ils ont. animation entière. Ouais, 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 là, il y a des scènes entières. Il y a des scènes entières de références, mais il y a aussi plein de petits clins d'œil, plein de easter eggs dans les coins, etc. Ouais, Rosé Yatsura, de ce point de vue-là, c'est monstrueux, quoi. Et après, oui, en effet, je pense qu'il y avait ce côté du manga, et du coup, l'équipe qui était ouais, jeune et fan de science-fiction, fan de Star Wars, fan de plein de trucs, etc., a balancé tout ça, quoi. Donc, ouais, ouais. Et là encore, c'est un des trucs qui montre qu'il y avait une liberté sur cette série. Il y a une liberté folle sur Urusei Yatsura enfin, qui est caractéristique des années 80, mais qui est juste poussé à un tel extrême sur cette série-là que, ouais, c'est vraiment exceptionnel, quoi, de ce point de vue-là, comme de tous les autres points de vue. Et ouais, je pense que enfin, voilà, s'il y a un terme pour décrire un peu ce que c'était Kurosei Yatsura dans les années 80, c'est la liberté, quoi. C'est la liberté absolue, enfin pas absolue, faut pas abuser, mais une très grande liberté et donc beaucoup de renouvellement artistique, créatif, etc. De la part de toute l'équipe, quoi. Faudrait voir si, parce qu'il y avait un autre ouvrage qui se voulait être un sorte de Star Wars, un sorte de un blockbuster à la dent de la mer au Japon qui était sorti, qui s'appelle House de Wabayashi, que j'ai vu, qui est vraiment très bon. Faudrait voir Ouais. si House de Wabayashi a sa petite rêve dans Rusei Sora, ça m'étonnerait même pas. Mm. Ouais, alors je saurais pas dire, mais typiquement là, la première qui me vient, parce que c'est une référence alors à un film japonais qui s'appelle Sailor Suit and Machine Gun, qui est un film que j'aime beaucoup, qui est un film qui est sorti en 83, 84. Et en gros, l'histoire, c'est un film live, hein, où en gros, c'est l'histoire d'une lycéenne qui se retrouve héritière d'un gang de Yakuza et qui en fait devient la patronne, hein, d'un gang de Yakuza comme ça. Donc c'est un film de genre un peu décalé, un peu ironique aussi, un peu surréaliste et tout. Et bah, il y a une référence dans Gros Yatsura où on voit un personnage qui regarde un film et en fait c'est clairement on identifie très clairement l'actrice en fait parce elle a un grain de beauté là sur la joue et là elle est dessinée, elle a un même grain de beauté, même costume, etc. Donc par exemple une référence à un film qui devait être sorti, alors là j'ai pas les dates, je peux pas comparer, mais qui peut-être était sorti il y a quelques mois quoi, quand l'épisode est sorti. Et donc il y a des trucs comme ça, il y en a tout le temps. Et c'est des références à des mangas, des références à des films, des références à des animés, enfin c'est dingue quoi.
Est-ce que ce charme se retrouve dans l'actualité, dans le sens où on a parlé récemment du remake de 2022 qui a été réalisé par David Mm. Productions, à qui on doit les récents animés JoJo. Moi, pour le coup, j'aime beaucoup ce remake, mais certains fans sont beaucoup plus partagés. Ils disent en Mm. gros, ouais, c'est juste une compilation un peu pourrie des meilleurs épisodes. Il n'y a pas le charme du premier animé. Il manque des trucs. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, justement, alors moi je suis pas allé très loin dans le nouvel animé. Alors, pas parce que je le trouve nul, c'est pas la, je jugerai pas de la qualité, mais c'est qu'en effet, moi qui suis fan absolu du premier animé, je me suis très vite rendu compte après deux trois épisodes que quand on a le vieil animé en tête, Aïe. c'est pas possible de s'adapter en fait, de s'habituer. Enfin, personnellement, pour moi, c'était là. En fait, j'avais tout le temps le vieil animé en tête et je me disais, ouais, mais non, ça marche pas. Il y Ouais. a pas la magie. Après, bon, évidemment, je pense qu'il faut respecter hein, les choix d'adaptation, mais c'est une adaptation qui se fait dans un contexte très différent, évidemment, parce que maintenant, Urusei Yatsura, c'est vieux. En effet, je pense qu'il y a ce côté assumé de compilation des meilleurs épisodes, des meilleurs chapitres, etc. Mais de ce qu'on m'en dit, parce que du coup, moi, j'ai arrêté, mais j'ai des amis qui regardent, etc. C'est pas, apparemment, c'est pas du mauvais travail. Donc voilà, je veux pas dénigrer la série parce que voilà, c'est- j'ai juste, moi, pas regardé jusqu'au bout par fidélité un peu à la première, Hmm. mais, euh, mais je pense que il y a très manifestement des efforts, et par exemple les efforts de modernisation, rien que du style, etc. Il y a un style très pop aussi, très coloré, très Ouais. vif, etc. Donc de ce point de vue-là, genre, enfin voilà, je pense que c'est une série, enfin, c'est une série qui fait des efforts, quoi. C'est pas juste on va copier-coller le manga, etc. Il y a un effort d'adaptation qui est fait, très manifestement. Donc même si pour moi, fan de la première série, c'est psychologiquement pas possible, en termes de, ouais, en termes de qualité, en termes de travail qui est fait, etc., bah, je respecte absolument ça, quoi. Hmm. Et puis au moins, ça permet une porte d'entrée à la nouvelle génération. Exactement. Mais c'est vrai que c'est un truc à Exactement. David Productions. Autant il y a beau, les animés JoJo, comme en règle générale, il n'y avait pas eu du tout d'adaptation, donc les gens étaient refaits. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup qui disent que par exemple Stardust Crusaders, certains disent ouais, Ouais, mais l'OAV de IPPP était quand même meilleur. Il y en a qui disent ça. ouais. Bah, aussi, le problème avec Urusei Yatsura, c'est que c'est quand même, disons-le, une œuvre qui a mal vieilli, dans le sens où le personnage principal est quand même un Un gros mec relou. qui harcèle toutes les filles qui passent, quoi. Donc ça pose des problèmes de mise au goût du jour, parce que les publics aujourd'hui sont peut-être moins habitués ou moins tolérants vis-à-vis de ça. Alors que bon, dans les années 80, autant Ataru a toujours été enfin, présenté comme un connard, hein, c'est pas la question. Ouais. Pardon, j'espère que je peux dire des gros mots ici. Non, non, pas de souci. Euh, mais, euh, mais disons qu'à l'époque, c'était juste voilà, le pire mec de la Terre, alors qu'aujourd'hui, c'est le pire mec de la Terre, mais x10. Donc forcément, au Rosé Yatsura, il y a un peu cette question-là Hmm. de donc c'est aussi un enjeu à, je pense, à adapter pour eux. Et enfin, j'avais lu des interviews avec le staff où justement ils disaient qu'ils avaient fait assez attention à ça pour moderniser non seulement le style, mais aussi l'écriture, etc. Parce que il y a des choses ouais, qui passent plus, Hmm. comme on dit. Très bien. Est-ce que tu veux qu'on passe au deuxième animé ou est-ce que tu as tout dit pour Rusei Yasura? Alors, on n'aura jamais tout dit sur Océan Sora, donc passons à Maison Ikoku. Alors, du coup, là, on arrive à Maison Ikoku, donc qui a été sorti en France en 88 sous le nom Juliette Je t'aime, la même année que Lamu est sorti chez nous. Donc TF1, Club Do. Alors, l'animé de base est sorti 2 ans avant, en 86. Studio Dean et Kitty Film reprennent les rênes. Donc, Hmm. parce que entre temps, Ouais, il y a eu un passage de flambeau entre Pierrot et Studio Dean. Ils reprennent les exactement. rênes. Il y a 3 réalisateurs qui se sont enchaînés sur cette série de 96 épisodes, donc Kazuo Yamazaki, Hmm. Takashi Ano et Naoyuki Yoshinaga. Et Ouais. on retrouve un autre nom qu'on retrouvera par la suite dans d'autres ouvrages, beaucoup qui ont aussi marqué leur temps, Kenji Kawai. Ah ouais. Ah, ah. Et alors que donc Maison Ikoku, tu avais dit tout à l'heure que c'est un rêve manga qui s'assumait un peu plus que Lamu, enfin dans le sens où c'était au moins là c'était voulu dès le départ. Oui, bien sûr. Bah, Maison Ikoku, c'est pas le deuxième manga de Rumiko Takahashi. Évidemment, elle a fait d'autres trucs entre, mais c'est le deuxième gros manga, on va dire, de Rumiko Takahashi, Mm. dans la Triforce, comme tu disais. Et bah, pour le coup, c'est une œuvre différente parce que, bon, le manga Maison Ikoku a commencé.
alors que Urusei Yatsura était toujours en cours de publication. Mm. Et donc Urusei Yatsura c'est du shonen, Maison Ikoku c'est du seinen. Donc c'est pour un public plus âgé, mais masculin toujours, parce que enfin ce qui est particulier avec Rumiko Takahashi, c'est que elle a écrit quasiment majoritairement que pour un public masculin. Mm. Ce qui à l'époque n'est pas du tout évident, hein. Faut se mettre en tête en 79 quand Urusei Yatsura commence, une femme qui écrit dans le Shonen Sunday, c'est pas du tout une évidence. Et donc là, Maison Ikoku, c'est du seinen en plus, donc on passe pareil un cap de plus, j'ai envie de dire. Ouais, c'est une œuvre beaucoup plus bon, ouais, pensée, j'ai envie de dire. Ça, enfin, je saurais pas dire vis-à-vis de Takahashi elle-même, mais en effet, c'est une œuvre plus mature, plus calme aussi. Donc c'est quelque chose de très très différent. Enfin, évidemment, on retrouve Takahashi, hein, mais c'est quelque chose d'assez différent en termes de ton quand même de Urusei Yatsura. Mm. Et du coup, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui caractérise le côté shonen de la mue du côté seinen de Maison Ikoku? Et surtout, parce que Studio Dean, ils étaient arrivés en plein milieu de le Yasura, comment eux, Mm. ils se démarquent des studios Pierrot qui pourtant s'étaient implantés juste avant et avaient fait leurs Ouais. preuves? Comment ils arrivent à se démarquer et comment ils arrivent à se démarquer encore sur Maison Ikoku? Mm. Bah, ce qu'il faut se dire, c'est que Dean, c'est comme Pierrot, c'est un tout petit studio à l'époque de Urusei Yatsura. C'est un studio un peu plus ancien, mais qui avait fait jusque-là que la sous-traitance. Et en fait, sur Urusei Yatsura, au départ, ils font la sous-traitance. C'est-à-dire, D'accord. Dean, il commence à faire de la sous-traitance pour Pierrot sur la première moitié de Urusei Yatsura. Puis en fait, quand Oshii quitte Urusei Yatsura, autour de l'épisode 100 et quelques, Pierrot quitte la série aussi. Claque la porte. Alors ça, j'ai jamais très bien compris pourquoi. Je pense qu'il y a enfin, parce qu'en fait, il y a une sorte d'arrangement bizarre où Mamoru Oshii quitte Pierrot, mais pour rejoindre le studio Dean. Mais en même temps, il continue pas à travailler sur Urusei Yatsura, il passe sur autre chose totalement. Et Pierrot, pareil, quitte Urusei Yatsura. Donc j'ai jamais très bien compris quel était l'arrangement qui s'était passé là. Mais donc Dean récupère la deuxième moitié de Urusei Yatsura. Et bon, la deuxième moitié de Urusei Yatsura, c'est compliqué parce qu'il y a, à mon avis, il y a certains des meilleurs épisodes de la série qui sont produits, mais aussi certains des pires. Euh, donc voilà, parce que en fait, la deuxième moitié de Urusei Yatsura, c'est une sorte de longue descente en enfer où l'espace entre les bons épisodes se fait de plus en plus grand. Et à la fin, c'est juste mortel, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, la série marche quand même, hein, point de vue public, point de vue commercial, etc. Et Kitty Film, je pense, est juste satisfait hein, du travail de Dean. Et donc, c'est Kitty Film qui est en partenariat avec Takahashi. Et une fois qu'Urusei Yatsura est fini, ils disent, bah, maintenant c'est bon, on est dispo, faisons Maison et Coucou, continuons d'adapter le travail de Takahashi. Et je suppose que Quel Kitty Film intérêt s'est dit, bah, Excuse-moi, quel intérêt Kitty Film a à adapter le travail de Takahashi? Pourquoi ils veulent autant adopter son bah, travail? alors il y a deux choses. Il y a deux choses. La première, c'est que le producteur de Kitty Film, qui est le producteur donc de Urusei Yatsura, de Maison Ikoku et de Ranma, qui est un mec qui s'appelle Shigekazu Ochiai. Il connaît Takahashi depuis avant Urusei Yatsura, en fait, il la connaît Ah, depuis qu'elle est apprentie mangaka. Et apparemment, dès le début, il remarque son talent et il croit en elle. Et donc, c'est lui, en fait, qui s'est battu pour adapter Urusei Yatsura et pour en faire pour lancer Kitty Film dans l'animation et que ce soit avec le travail de Takahashi. Donc, il y a Ochiai qui, je suppose, est proche de Takahashi, mais qui, en tout cas, croit en elle. mais Ça, d'ailleurs, c'est la première chose. il me semble que Takahashi, il me semble qu'elle était l'apprentie de l'auteur de Crying Freeman, me semble-t-il. Oui, exactement. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, Takahashi, elle a un parcours vraiment original. Parce qu'elle n'a pas du tout commencé dans la comédie. Elle a commencé enfin, fait ses premières armes, appris le métier de mangaka bah, auprès d'auteurs ouais, d'action, de trucs super virils, machin et tout. Alors qu'elle, bon, elle a un style en fait et des approches totalement différentes. Mais en fait, Takahashi, et c'est aussi ça qui la rend très forte, c'est que elle a une ouverture en fait sur le monde du manga et une connaissance du monde du manga. En tout cas à l'époque. Aujourd'hui, je sais plus, mais enfin je sais pas, mais à l'époque, en fait, elle sait tout faire, Takahashi, parce qu'elle vient d'un monde. Parce que malgré le fait que ce soit une auteure féminine qui écrit des comédies romantiques, etc., elle vient d'un monde de mecs où on fait des mangas d'action super violents, etc. Ça se voit dans Mao. Elle a un Donc, côté, et dans certains trucs ouais. comme Mao Inuyasha,
elle n'hésite pas à faire des trucs assez burnés sur certaines scènes, quoi. Donc, Hmm, hmm. c'est peut-être pour ça qu'on la surnomme la princesse du manga, c'est peut-être pour sa polyvalence. Ouais, ouais, je pense qu'il y a ça qui joue aussi, ouais. Hmm. Et du coup, excuse-moi, je t'avais interrompu. Comment Studio Dean se démarque sur Maison Ikoku? Parce qu'ils Donc, sortent de la ouais. période un peu Hmm. abyssale de Rusa Etsura. C'est un peu la période un peu moins bonne que celle de Studio Pierrot. Comment ils font pour se relever, se démarquer sur Maison Ikoku? Hmm. Bah, en fait, Maison Ikoku, c'est un cas intéressant à comparer avec Urusei Yatsura, justement, parce que là où Urusei Yatsura part un peu dans tous les sens, et comme je disais, que ce soit dans la moitié Pierrot, dans la moitié Dean, hein, d'ailleurs, prend beaucoup de liberté avec le manga, Maison Ikoku, c'est une adaptation très fidèle. Euh, alors, Maison Ikoku, c'est un de mes mangas préférés, c'est un de mes animés préférés, et je pense que si en termes d'adaptation, c'est une des meilleures adaptations de manga que je connaisse, parce que c'est une adaptation qui est à la fois très très fidèle au récit, à l'atmosphère, etc., mais qui la sublime avec des outils en fait propres à l'animation, hein, et un élément notamment très marquant, je pense, c'est la question de la couleur, en fait. Parce que évidemment, un manga, c'est en noir et blanc, mais comment dire, le- dans Maison et Coucou, il y a ces moments, donc il y a des moments comiques, hein, mais il y a ces moments plus dramatiques, plus mélancoliques, où l'action se ralentit, etc. Et l'animé joue énormément là-dessus, et sur ce sens de la mélancolie, sur ce sens de la lenteur. Parce qu'en fait, Maison et Coucou, si on veut, c'est une série où il s'agit, c'est bon, c'est pour ça que Maison et Coucou, ça insupporte certaines personnes, hein, ce que je peux comprendre, c'est qu'il s'agit de retarder tout le temps, il s'agit de retarder le moment où Godai et Kyoko vont enfin se dire qu'ils s'aiment, quoi. Et donc ça dure, ça dure, ça dure, on n'en peut plus. Et le manga, enfin l'animé, pardon, joue beaucoup sur cette attente et sur la lenteur, sur l'atmosphère, etc. Et donc, je parlais des couleurs parce que il y a des scènes, par exemple, enfin là j'en ai une en tête, je sais plus quel épisode, mais des scènes de soleil couchant, très lentes, où en fait on voit juste les gens se balader dans la rue le soir, etc. Donc il y a une vie, en fait, et une sorte de, ouais, de lenteur et de sens de l'atmosphère, en fait, dans l'animé, qui est vraiment incroyable. Donc qui à la fois est dans la fidélité au manga, mais qui le fait par l'usage d'outils propres à l'animation. Parce que évidemment le rythme d'un animé, le rythme d'un manga, c'est pas la même chose. Et je pense que Maison et Coco fait vraiment un travail fantastique avec ça. Mais qu'est-ce qui explique qu'il y ait trois réalisateurs qui s'enchaînent sur cette série? Parce que Ouais, alors ça c'est une bonne question. Parce que Mamoru Oshii, on sait du coup qui s'est embrouillé comme un poissonnier avec Kitty Film et du coup il s'est barré, ça a donné cet imbroglio administratif que tu as décrit tout à l'heure. Là, c'est le même studio, mais il y a eu trois Ouais. réalisateurs qui se sont enchaînés. Ouais. Alors c'est une très bonne question. Bon, c'est ça le problème, c'est qu'en fait avec Oshii, il est connu. Donc en fait, ça intéresse les gens, sa carrière intéresse les gens, on veut tout savoir sur lui, etc. Et donc, du coup, évidemment, on connaît toutes ces histoires-là. Les trois réalisateurs de Maison et Coucou sont moins célèbres, donc c'est pas forcément. Et j'ai moins posé la question, je dois l'avouer aussi. Et du coup, on a moins, enfin à ma connaissance, il y a moins d'informations sur là-dessus, même si je pense que, enfin peut-être l'information doit se trouver. Après, les facteurs qui peuvent jouer, ils sont nombreux, hein. Ça peut être bon un réalisateur qui en a marre, tout simplement, Mhm. qui s'engueule peut-être avec le producteur, comme c'était le cas avec Oshii. Mais il y a aussi plein d'autres questions. Ça peut être quelqu'un qui passe à autre chose, en fait, tout simplement, qui reçoit une offre plus intéressante sur un autre studio et donc qui part ailleurs, etc. Après, pour prendre le premier, Kazuo Yamazaki, c'est lui qui a récupéré donc le premier des réalisateurs de Maison et Coucou, qui a fait les 26 premiers épisodes. C'est lui qui était réalisateur de la deuxième moitié de Rosei Yatsura, donc c'est lui qui a succédé à Oshii. Mhm. Et Yamazaki, clairement, il a fait un burn-out. Enfin, enfin, je suppose, parce que de ce que j'ai lu sur lui à propos de Rosei Yatsura, c'est-à-dire que Rosei Yatsura, à la fin, il n'en pouvait plus. Vraiment, il était dans une sorte d'état d'épuisement physique et psychologique complet. Donc j'imagine que dans son cas, il est au bout du rouleau après Rosei Yatsura. On lui dit, ah tiens, vas-y, refais Maison Ikoku, tu refais du Rumiko Takahashi, tu vas voir, c'est sympa. Je pense que ça a été un peu trop pour lui. Et ça m'étonnerait pas que ce soit pour ça qu'il soit parti. Mhm. Après, bon, les deux autres qui lui ont succédé, ça je ne saurais pas dire parce que voilà, j'ai pas creusé la question. Mais voilà, il y a plein de facteurs hein, qui peuvent entrer en compte. Il y a pas, c'est pas forcément des trucs aussi dramatiques que ça. Mhm.
Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter sur Maison Ikuku ou est-ce que tu as d'autres éléments qui viennent en Hum, tête? j'ai déjà dit que c'était super bien. Euh, donc, ouais, non, peut-être pas. On peut passer à. Si tu veux passer à Ranma, on peut passer à Ranma. D'accord. Bah Ranma, du coup, bah du coup, attends. Ranma, bah du coup, Studio Jin et Kitty Film reprennent les rênes. Visiblement, le combo Ouais, marche. D'ailleurs, c'est une question qu'il faudra que je te pose, mais je la poserai après. 1900, donc ça sort en 1989. Là, c'est pas mieux parce qu'il y a 4 réalisateurs qui s'enchaînent entre 89 et 92, donc durant la série. ouais. Donc on a Tomomitsu Mochizuki, Tsutomu Shibayama, Koji Sawai et Junji Nishimura. Mais là où c'est étonnant, c'est que le premier réalisateur, Tomomitsu Mochizuki, 4 ans plus tard, il réalisera un film pour le studio Ghibli, donc Umiga Kikoeru, qui a été adapté chez Hum, nous sous le titre Je peux entendre l'océan. ouais. Qui est un film excellent que je ne peux que recommander Il est à ceux sorti très qui est un récemment chez film. nous. Ouais. Hmm. Bah, qui en fait est un film très peu connu. Bon, déjà parce que c'est pas Miyazaki. Mais aussi parce qu'en fait, c'est un téléfilm. Tu peux entendre l'océan. C'est la seule production de télé, hors publicité, hein. C'est la seule production télé du studio Ghibli, à ma connaissance, qui était en fait une sorte de projet pour le studio pour former les jeunes, en fait, parce qu'ils avaient fait une campagne de recrutement d'animateurs, etc., à l'époque. Du coup, pour former tous ces gens-là, en termes, pour les entraîner, hein, tout simplement, bah, ils les ont mis sur ce téléfilm, voilà, qui, euh, ouais, qui pour moi est vraiment très différent du reste de la production de Ghibli, mais par contre très peu différent de la production de Mochizuki. Hmm. Euh, Parce que Mochizuki, c'est un réalisateur pas très connu, qui aussi parce que en fait maintenant il réalise plus énormément de séries ou de films. Enfin, maintenant sa carrière c'est clairement ralenti, mais qui dans les années 80-90, en fait jusqu'aux années 2000, on va dire, était connu pour faire des séries, en fait, un réalisateur de mélodrame, en fait, et faire des séries très lentes. Enfin, du coup, c'est pas lui qui a réalisé Maison et Coucou, mais dans cette veine un peu que j'ai décrite pour Maison et Coucou, et notamment, il a beaucoup travaillé sur Kimagure Orange Road aussi. Donc voilà, sur ce genre de comédie romantique, un peu sur la vie quotidienne, voilà, etc. Donc c'est un style très lent et dont l'expression la plus aboutie, c'est tu peux entendre l'océan, hein, clairement. Donc c'est peut-être pas un style qui est très approprié à Ranma, qui est une œuvre au contraire bah, plutôt énergétique, où il y a de l'action, où ça bouge beaucoup, etc. Hmm. Mais Mochizuki, c'est une personne très très intéressante, qui est malheureusement pas assez connue, mais ouais, ouais, c'est Donc en fait, c'est le vraiment style. quelqu'un Donc de en fait, super. entre Ranma 1,5 et Je peux entendre l'océan, c'est le jour et la nuit en fait, c'est deux styles différents. Ouais, deux styles totalement différents. Ouais, ouais, bah, tu peux entendre l'océan, c'est un récit sur le passage à l'âge adulte, en gros, c'est un adulte qui se remémore son passé d'adolescence. C'est un film très mélancolique, très lent, mais très touchant. Bon, Ranma, évidemment, c'est pas du tout ça, hein. Ça court partout, voilà, c'est vraiment un autre délire. Là, on revient sur le shonen pur d'ailleurs. C'est totalement harem parce que ça soit Ranma ou Akane, ils Hmm, ont tous des prétendants ou des prétendantes, tous. Et même voilà, Ranma a un prétendant dans sa deuxième version parce qu'en gros, pour ceux qui se rappellent, Ranma c'est quelqu'un qui peut changer de sexe au fonction de la température d'eau qu'il prend dans la tronche. exactement. Et dans le cas de Ranma 1,5, comment ça se passe? Est-ce que c'est juste on prend les mêmes et on recommence, ou est-ce qu'il y a des trucs qui démarquent des deux autres? Ouais, alors, bah, il y a quand même ce côté un peu. On reprend les mêmes et on recommence, parce que ce qui est quand même assez frappant sur ces trois séries-là, c'est qu'il y a quand même une continuité en termes d'équipe. C'est pas toujours, enfin, c'est jamais les mêmes réalisateurs, mais si on regarde un peu plus bas, il y a toujours des continuités. Enfin, pour prendre un exemple, Atsuko Nakajima, qui fait les character design sur Ranma, en fait, elle avait été animatrice sur Urusei Yatsura, puis animatrice sur Maison Ikoku, et là, enfin, sur Ranma, elle devient character designer. Il y a des scénaristes aussi qu'on retrouve sur les trois séries, il y a des animateurs qu'on retrouve sur les trois séries, etc. Donc il y a quand même une continuité euh, de ce côté-là. Mais après, ouais, c'est quand même une série très différente. Bon, déjà, le problème avec Ranma, c'est qu'il y a eu, enfin,
selon comment on compte, il y a deux séries Ranma en fait, parce que elle a été au milieu au milieu de la diffusion, elle a changé de créneau de diffusion en fait à la télé. Ah ouais? Euh, j'ai jamais très bien compris pourquoi, mais enfin, quand on cherche vite fait sur Internet, on trouve des trucs comme c'était pas populaire, etc. Je pense que la question de la violence de la série et puis de la question De la aussi du violence ou changement de du sexe, sexe, parce etc., qu'en France, ont il avait pu été poser pas mal problème. censuré pour nudité, hein. Ouais, voilà. La scène de la douche du premier Ouais, épisode voilà. avait été pas mal retapée, hein. Je crois que qu'il n'y a pas aussi une Ouais, question sexuelle. voilà. Donc voilà, je pense qu'il y a ces questions-là. Donc il y a il y a eu et évidemment, ce genre de choses, ça cause des problèmes hein, au niveau de la production. Tout le monde est affecté par ça. Donc je pense que si, voilà, c'est un des, entre guillemets, une des principales spécificités de Ranma. Après, Ranma, contrairement à Maison Ikoku et contrairement à Urusei Yatsura en un sens, c'est une série d'action. Et donc le focus est vraiment sur l'action et sur les arts martiaux, etc. Et donc ça crée un style d'animation aussi hein, qui est très très différent et qui est aussi différent parce que si on compare Ranma et Urusei Yatsura, bah, il y a 10 ans quand même. Donc, enfin presque. Les méthodes Donc d'animation évidemment, évoluées, ouais. l'esthétique de l'animation a totalement changé. Et donc, de même que Urusei Yatsura était une série vraiment révolutionnaire à l'époque pour son animation aussi, Ranma, moins, parce que voilà, c'est moins un monstre en fait que Urusei Yatsura, mais aussi c'est une série qui renouvelle énormément la manière de faire les scènes d'action. Enfin, pour prendre un exemple, s'il y a des fans de Naruto dans le public, donc sur Naruto, vous connaissez peut-être un mec qui s'appelle Norio Matsumoto, qui a fait certaines des plus grandes scènes de Naruto, notamment le combat entre Naruto et Sasuke en Shippuden, je crois, parce que bon, alors je connais très mal Naruto, hein, désolé, mais voilà, il a fait certaines des scènes les plus célèbres. Il a Sasuke contre Orochimaru aussi, voilà, enfin, il a animé certaines des scènes les plus importantes de l'anime Naruto, et en fait, il a fait ses débuts, si on peut dire, sur Ranma. Et sur Ranma, il y a des scènes d'action aussi qui sont un peu différentes de celles de Naruto, mais on retrouve ce côté très arts martiaux, très dynamique, etc. Donc il y a un côté vraiment nouvelle génération en fait sur Ranma, qui n'y avait pas sur Maison Ikoku pour le coup. Maison Ikoku, c'est une série plus posée, Mais il a fait même ses dans armes sur son. Ranma 2000 où il avait déjà il avait déjà ce petit quelque chose qu'il a pratiqué sur d'autres ouvrages pour avoir Hum, ce dynamisme. Parce que c'est vrai que maintenant que je me rappelle, les scènes d'action dans Ranma 2000 étaient très dynamiques et je passais un bah, immense il était. plaisir. Par exemple, Il est. la scène de la patinoire qui était assez dingue. Ouais, oui, typiquement. Ouais. Mm. Bah, il était jeune. Après, donc enfin, c'est-à-dire que quand il travaille sur Naruto, Norio Matsumoto, c'est déjà une star, hein, Ah ouais. voilà. Alors qu'à l'époque enfin, dans le milieu japonais en tout cas, par contre, quand il travaille sur Ranma, personne ne le connaît. Après, il avait déjà, bon, si on va fouiller ses tout premiers travaux, on peut trouver sa patte, etc. Mais c'est vrai que Ranma, c'est un peu un des travaux qui l'ont rendu célèbre, quoi. Je vois. Donc, ouais, voilà. Il y a ce côté vraiment un peu, ouais, nouvelle génération. Euh, qui est assez important en fait pour cette série aussi. Je vois. Je vois. Euh, Et donc ouais, mais attends, j'essaie de retrouver le fil. D'accord, donc on a carrément donc on a carrément un mec de Naruto qui a bossé sur Ranma 2000 avant. Donc en fait, c'est vrai, Ouais, comme on l'a dit, j'ai l'impression que vraiment la, la carrière de Rumiko dans l'animation, c'est vraiment, on peut définir vraiment ça par première fois. C'est les premières fois pour pas mal de noms qui deviendront gros par la suite. ouais, il y a beaucoup de premières fois, ouais. Mm. Non, non, c'est sûr. C'est ouais, c'est une artiste dont les œuvres en animation ont eu vraiment une importance énorme pour beaucoup d'autres artistes en fait. Ouais, ça c'est sûr. C'est une œuvre qui a inspiré, qui a produit en fait beaucoup de gens, beaucoup d'autres artistes après elle. Mais même, Ouais, c'est il sûr. y a certains gros noms qu'on retrouve. Par exemple, à un moment, quand je faisais les renseignements sur One Point Gospel, j'étais tombé sur un tweet de Mickey LD, que tu dois connaître. Hmm, À un moment, il montre ouais. sa collection de laserdiscs et il montre un laserdisc qu'il a acheté au Japon, qui est un laserdisc de One Pound Hmm, Gospel, donc l'OAV un peu obscur. Et ben, il était sorti en ouais. laserdisc au Japon. Nous, on Hmm. n'a rien eu. Ça me rend fou. Parce qu'en plus, je l'ai vu, cet OAV, il est très beau. Mais en fait, on voit un nom qui s'appelle Makurasaki à la réalisation. Ah, ouais. Et le musique Kenji Kawai. Et quand on recherche, on se rend compte que c'est le surnom de Osamu Dezaki, Oui. qui en plus est un très gros nom, quoi. Bah, c'est le mec qui est derrière. Ah oui, lui, Il a lui été c'est animateur sur un Dororo, énorme voilà, ça nom. va. Dans directeur sur Dororo, il a été animateur sur Astro Boy.
Et là, il a juste fait Ashita no Joe, c'est bon. Fin du game Ouais, terminé, donc voilà. voilà. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a des gros noms même des gros noms, déjà pour l'époque, qui se retrouvent à bosser sur des ouvrages de Rumiko. Hmm. Ouais. Alors, c'est marrant parce que j'avais totalement oublié que Desaki avait réalisé One Punch Gospel. Ça m'était Pour le studio totalement Gallop. Ah, sorti. Enfin, mais tu me le rappelles. Enfin, je sais. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai su en fait. Donc, mais ouais, ouais, non. C'est. Alors, donc du coup, je serais totalement incapable de te dire comment il est arrivé là. Mais oui. il n'était pas prévu dans Ouais, son ouais, programme, là, c'est. c'était juste par anecdote que je l'avais cité. Et oui, non. Enfin, ouais, quand t'as quelqu'un comme Desaki sur tes œuvres, ouais, c'est bon. Hein, Ouais. le game est plié, quoi. Je veux dire. Miyazaki, c'est un des plus grands réalisateurs de l'histoire de l'animation japonaise. Ouais, bon, Ashitano Joe, L'île au trésor, tout ça. Enfin, il a fait des Rémi sans famille. Enfin, il a fait des trucs de dingue. Et ouais, bah, tu le retrouves là. Tu as des références à Ashitano Joe d'ailleurs dans Urusei Yatsura, Ah oui. euh, manga et animé, ouais. Parce que bon, notamment, bah, Oshi est un grand fan de Desaki. Et t'as un épisode totalement fou où en fait c'est des chats qui deviennent, et en gros t'as un match de boxe entre un chat et Mégane, je crois d'ailleurs, ou je suis, bref, non, entre un match de boxe entre Wataru et un chat. Et en fait t'as une grosse référence à Ashita no Joe évidemment parce que c'est un match de boxe et c'est totalement délirant parce que voilà Oshi il a un grain dans la tête quoi. Donc voilà, on D'accord. retrouve des références partout. Donc il y a des fans de Desaki qui bossent sur les premiers et Desaki prend le flambeau par la Et suite. après Desaki lui-même La exactement ouais. boucle se ferme. C'est beau dans un sens. C'est Euh, beau hein ouais, ouais, ouais. et d'ailleurs, je voulais te poser une question parce que Studio Dean, je me suis rendu compte que c'était aussi eux qui avaient travaillé sur le premier animé Fruit Basket, celui à l'époque où le manga n'était pas Hmm. terminé. J'ai un peu l'impression qu'ils se sont un peu spécialisés dans la comédie romantique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que j'ai juste aucune Hmm. connaissance ou ils avaient fait d'autres trucs précédemment? Bah après, je réfléchis. Je te pose une Oui et colle non. là. En fait, ouais, en fait, c'est toujours compliqué d'attribuer un style à un studio, parce qu'en fait, un studio, il faut dire, c'est un ou plusieurs producteurs. Et en l'occurrence, Dean, donc dans les années 90-2000, c'est devenu un gros studio, ce que ça n'était pas au début. Et donc, c'est plusieurs équipes, plusieurs producteurs, plusieurs machins, et donc ils prennent un peu ce qui leur vient. Donc après, peut-être que en effet, ils ont été approchés pour Fruit Basket parce qu'ils avaient cette expérience de comédie romantique. Ça, c'est très possible. Hmm, Mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est un studio qui s'est spécialisé là-dedans, quoi. hmm, je vois. D'accord, d'accord, d'accord. Et ben écoute, qu'est-ce qu'on peut, après avoir un peu érigé ce portrait sur cette trilogie d'anime Urusei Yatsura, quel bilan on peut donner à propos de Rumiko Takahashi de l'animation? Hmm. Bah, très grande mangaka et qui du coup a fourni des œuvres tout aussi grandes en animation ouais, enfin, que je ne peux que recommander. Hein. Elles sont bon, le problème, c'est que c'est que des œuvres très longues, donc ça peut être un peu compliqué à regarder, mais enfin, c'est toutes les trois, à leur manière, des œuvres qui soit ont marqué l'histoire de l'animation, soit sont juste de très grande qualité, avec des gens incroyables qui ont bossé dessus, et même s'ils ont, enfin, même les gens pas incroyables ont fait du très bon boulot, enfin. Donc voilà, c'est juste, que ce soit dans le manga ou dans l'animation, Rumiko Takahashi a été vraiment ultra marquante, quoi. Donc voilà, très grande autrice et très grande inspiration pour plein de gens. Donc, elle mérite bien son surnom de princesse du manga. Ouais, ouais, ouais. Bon, même la reine, hein, Reine du si manga. faut me demander. Ok, d'accord. Rumiko Takahashi, reine du manga et de l'animation. Bah écoute, Exactement. on va pouvoir bientôt conclure cette émission. Je te Ouais. remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Non, merci à toi. Et est-ce que tu voudrais rajouter un petit mot pour conclure, un petit mot pour la fin? Ouh là là, c'est dur ça. Bah, je sais pas. Bah, merci aux spectateurs qui sont restés jusqu'au bout. Alors, j'espère que si vous êtes intéressé par Rumiko Takahashi et par les trucs dont on a parlé, vous avez appris des choses, ça vous a intéressé. Et si vous ne connaissez pas, bah, j'espère que ça vous a donné envie. Comme je viens de le dire, allez-y, foncez. Alors, je suis moins fan de Ranma. Désolé, je sais que là, je vais me faire virer Non. d'office.
Mais en tout cas, Rosé Yatsura et Maison Ikoku, je ne peux que vous les recommander Tu sais, c'est pas parce 100%. que Donc, c'est foncez. pas parce que Ranma 1/2 a été pendant longtemps mon manga préféré que je lui trouve pas des défauts, hein, donc je peux comprendre qu'on n'aime pas. Ça me rassure. Non, Je veux non, dire, non. il faut être ouvert d'esprit, donc Euh, voilà. Donc soyez ouverts d'esprit. Ce seront mes derniers mots. La radio dojo s'engage à donner la parole à tout le monde dans les limites de la décence donc des avis divergents sont totalement acceptés et même encouragés. Bah écoutez, merci à tous pour avoir suivi cette émission, ce numéro de Radio Dojo. J'espère que ça vous a plu. Le prochain Radio Dojo aura lieu le 14 février. Je dois encore voir avec l'invité. Il est possible d'ailleurs que je ne le fasse pas dans cette salle. Vous êtes prévenus parce que je serai à Toulouse chez mon ami Pinours justement. Donc le prochain Ray Marathon aura lieu lundi et après ce sera le dernier Ray Marathon avant un petit moment. Et après on reprendra les lives d'ici mon retour le 20 février en dehors de ce Radio Dojo du coup qui est prévu. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Salut les frolos!